Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de On regarde ou pas, un podcast dans lequel on parle de films, de séries, de pop culture et de tout ce qui nous intéresse. Je suis Michel. Et moi c'est Audrey. Et aujourd'hui nous allons parler de tout ce qui nous a marqué en 2025 et début 2026 parce que on s'y prend un peu tard pour faire notre best-of. Comment ça va Audrey ? Ça va bien et toi Michel ? Écoute, ça va. Le beau temps est enfin en train d'arriver. Je sais pas si ça va durer, mais en tout cas, les températures seront montées, le soleil est de retour. Donc j'ose espérer avoir moins froid. Et toi ? Écoute, nous on a vécu quelques tempêtes dans le sud, donc j'espère que c'est fini, que maintenant on est vraiment parti sur le printemps. Parce que ici ça ressemble un peu à l'été, déjà. Ok. Concernant notre best-of 2025, Ouais. est-ce que tu peux du coup nous parler de ce qui t'a marqué, des choses que t'as vues, que t'as lues, que t'as écoutées, que t'as appréciées ou pas d'ailleurs ? Ouais, d'ailleurs je vais voir si tu les as vus aussi. Le premier programme qui m'a vraiment marqué pendant 2025, c'est la série Gilded Age. On a eu la dernière saison qui est sortie l'année dernière, je sais pas si tu l'as vue. Non, j'en ai entendu parler. Il y a combien de saisons ? Il y a 3 saisons déjà. Et c'est vraiment une série qui est super sympa, ça se passe fin du 19e siècle. Et ce qui a été vraiment marquant, c'est la représentation de la famille noire dans la série. Et, on montre un petit peu la bourgeoisie noire de l'époque, puisque c'est vraiment la fin du 19e siècle. New York n'est pas encore le New York qu'on connaît actuellement. Il y a toute une bourgeoisie qui était déjà installée aux États-Unis, donc qui s'établit avec ses propres règles, ses petites coutumes. Et puis il y a aussi des familles qui arrivent encore d'Europe, des familles plus ou moins riches qui s'installent. Et par le principe de la série, on voit la vie de plusieurs familles, mais les personnages centraux, ce sont une jeune fille en fait qui vient un peu d'une autre ville, qui vient s'installer chez ses tantes qui sont des bourgeoises qui sont établies depuis très longtemps. Elle n'est pas particulièrement riche, mais du coup, elle vit de l'argent de sa famille. On a une famille extrêmement riche d'industriels qui viennent d'Europe, donc qui arrivent en Angleterre. Donc, c'était des personnes qui ne viennent pas de familles riches. On sait qu'ils viennent de milieux plus modestes et qui sont devenus extrêmement riches. Peut-être même plus riches que les personnes qui sont là. Et c'est un peu une guerre culturelle, quoi, entre les nouveaux riches et les anciens riches. Et on voit l'histoire aussi du personnage de Peggy Scott, qui est une intellectuelle noire, qui va être écrivain et journaliste. Et du coup, on voit comment elle évolue au milieu de cette bourgeoisie blanche et aussi au milieu de la bourgeoisie noire. Puis elle est super sympa, la série, vraiment, il y a quand même pas mal d'intrigues. Il y a un petit côté historique et... Non, c'est cool, je conseille de la regarder. Une autre série que j'ai beaucoup aimée, c'est la version de la BBC de Pride and Prejudice que j'avais jamais vue. Donc c'est la série. Il y a beaucoup plus d'éléments du film qu'on a pu retrouver. C'est d'ailleurs une série avec Colin Firth. Elle est disponible sur Molotov si vous voulez la regarder gratuitement. Et c'est vraiment très cool. Non, je suis très contente d'avoir vu ça cette année. Et toi, qu'est-ce que t'as vu de bon ? Ah ça, tu l'as vu cette année ? Non, en 2025. J'oublie qu'on est déjà en 2026. Ok. Ok. Qu'est-ce que j'ai vu de bon ? Qu'est-ce que j'ai vu que j'ai aimé en 2025 ? J'ai pas aimé grand-chose, honnêtement, en 2025. En dehors des animés que j'ai pu regarder ou des séries de super-héros, j'avais regardé The Residence. Je sais pas si t'avais regardé, c'était la série avec, j'ai oublié le nom de l'actrice, Uzo Aduba. Tu sais, c'était la dame qui était dans Orange is the New Black. Si, je l'ai vu. Et c'était une série, voilà, un peu à la Sherlock Holmes, où du coup il y a un meurtre dans la Maison Blanche et elle est censée mener l'enquête pour découvrir qui est le coupable. Donc j'ai trouvé ça original puisque du coup c'était une femme noire qui était le personnage principal, ce qui change. L'intrigue était pas dingue, mais c'était assez bien joué. Il y avait de bons acteurs, il y avait pas mal de rebondissements. Je crois que c'est une série de Shonda Rhimes. Du coup, ça m'a marqué, parce que malheureusement, on a de moins en moins de séries avec des femmes noires en personnages principaux. Donc il y avait ça. J'ai fini The Sandman, qui honnêtement était... La série est pas dingue. Franchement, la série est pas dingue. Je l'ai regardée parce que j'avais commencé, que je voulais finir, et que c'est une série de... C'est un peu super-héros, mais pas trop, mais c'est une série que j'avais lue et que j'avais bien aimée, donc je vais voir ce que ça allait donner. J'ai été surprise de voir le personnage Louis de Entretien avec un vampire, du coup, dans la saison 2.
parce que c'est une série en 2 saisons. J'étais, ah, mais qu'est-ce qu'il fait là? Donc du coup, ça m'avait fait marrer. Est-ce que je la recommande? Je sais pas. Si vous avez du temps à perdre. En plus, il y a toute la polémique avec l'auteur de la série dans laquelle j'ai pas envie de rentrer, que c'est plutôt sordide son histoire, donc voilà. Et une autre série qui m'a marqué, c'est The Weird Shal. Donc c'est une série en fait. Il y a 2 saisons. J'ai pas regardé la première saison, mais j'ai regardé la deuxième avec Nathan Fielder, qui est un espèce de... C'est un humoriste, mais pas vraiment. Mais en gros, pour vous expliquer le principe, c'est que c'est une espèce de série documentaire où il fait une enquête sur le monde de l'aviation et plus précisément sur les relations dans le cockpit entre le capitaine et son second. C'est à la fois une enquête et à la fois une expérience. Pour expliquer, il a contacté différents, du coup, capitaines qui sont expérimentés, etc. et différents... J'ai oublié comment ça s'appelle. Ça s'appelle comment? Copilote, tout simplement, je suis bête. Et différents copilotes pour savoir comment ça fonctionnait. Bon, c'est que aux États-Unis. Il a écouté pas mal de boîtes noires sur les crashs qui ont eu lieu ces dernières années dans différents pays pour savoir exactement ce qui s'est passé. Et d'après ses conclusions, il a réalisé qu'à plusieurs reprises, le copilote voyait que le capitaine était en train de faire des choses qui étaient pas correctes ou qui réagissaient pas à temps et qui n'aidaient pas la situation, mais le copilote ne réagissait pas. Et il réagissait tellement pas qu'il y a des avions qui se sont crashés et tout, et quand t'écoutes le machin, t'entends le copilote dire il faut faire ci, il faut faire ça. Et ce qu'il trouvait fascinant, c'était que dans le cockpit, le copilote a les mêmes outils que le capitaine. C'est-à-dire que si le capitaine se lève pour aller aux toilettes, le copilote, il peut prendre le volant et piloter l'avion également. Et pourtant, le copilote réagissait pas. Et quand tu regardes sa série, je vais pas vous spoiler parce que franchement, j'ai trouvé ça fascinant. Quand tu regardes la série, tu réalises que il y a un espèce de climat de peur qui s'installe entre les pilotes et les copilotes, et que, en tout cas aux États-Unis, le système qu'ils ont mis en place, c'est que déjà, il n'y a pas d'évaluation psychologique des pilotes. Donc, t'es pilote depuis des années et des années, et comme on sait que c'est un métier qui est assez solitaire, c'est un métier où, par exemple, tu peux travailler la nuit, tu peux voyager d'un pays à l'autre, etc. Ils savent qu'il y a un taux parce qu'on est tous au courant d'un pilote qui a conduit l'avion et qui l'a balancé dans une montagne ou des choses comme ça arrive rarement, mais ça arrive. Ils savent qu'il y a un souci en termes d'état psychologique de ces personnes, mais ils font exprès de pas faire d'enquête parce qu'ils veulent pas, on va dire, ouvrir la boîte et découvrir des choses, machin. Et dans le même temps, les copilotes, ils ont peur d'avoir des mauvaises relations avec les pilotes parce que du coup, ils peuvent être blacklistés. Donc t'as ce truc un peu malsain qui s'installe. Et ensuite, il y avait le pourquoi la majorité des pilotes sont des hommes et non pas des femmes. Et notamment, il y avait une copilote qu'il avait rencontrée qui était expérimentée, qui avait plus de 40 ans, etc. et avec qui on essaie, enfin, il la place dans un cockpit, une simulation avec un capitaine et avec un pilote expérimenté. Et le mec, au bout de 10 minutes, il se met à lui faire du rentre dedans, essayer de la draguer, il utilise il sort des choses qui sont absolument pas appropriées pour le lieu de travail et pour la situation. Mais en même temps, il fait un test pour savoir si c'est la personnalité des copilotes d'être, on va dire, soumis et de pas, de pas s'imposer face aux pilotes. Peut-être que c'est un truc de personnalité, genre, pour être pilote d'avion, il faut avoir une personnalité forte, savoir tenir tête, savoir prendre des décisions rapidement, et pour être copilote, il faut savoir, je sais pas, obéir ou je sais pas quoi. Bref, c'est toute une expérience, c'est fascinant, ça dure 8 épisodes, c'est inquiétant. Voilà tout ce que je peux dire, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Ouais, c'est clair, on se dit pas qu'il se passe tout ça quand t'es assis en tant que passager dans un avion, quoi. Pas du tout. Mais après, c'est fou de voir que la hiérarchie, c'est partout, enfin, il y a toujours cette espèce de... La hiérarchie, dans notre tête, elle est limite plus forte que la survie, quoi. Ok, mais c'est cool. Moi, j'aimerais bien voir, du coup. Ouais, c'est sur HBO. Donc, si t'as... Bah, HBO. Je vais dire OCS, mais non, maintenant il y a HBO en France. Donc, si t'as HBO, tu peux voir la série. Merci pour la reco. As-tu vu une autre série qui t'a marqué? J'ai aussi regardé en fin d'année Pluribus. C'est une série de SF qui est hyper originale. C'est vraiment une apocalypse pas comme les autres. D'ailleurs, l'actrice principale, elle a reçu un Golden Globe de la meilleure actrice dans une série. Ça vaut vraiment le détour. Si on aime la SF, ça fait pas peur. Donc, y a rien qui fait peur. C'est pas trop dramatique, c'est un peu drôle. C'est pas spécifiquement une série drôle. C'est plutôt dramatique que drôle, mais c'est pas dramatique pour faire pleurer dans les chaumières. Et c'est hyper philosophique, je trouve. Ça fait pas mal réfléchir et c'est très intriguant.
Donc je conseille Pluribus, la première saison qui est sortie l'année dernière. Moi, j'avais commencé cette série, et genre, au bout de 3 épisodes, je trouvais la meuf tellement insupportable. Mais peut-être qu'il faudrait que je reprenne. Mais c'est fait exprès, et j'ai conscience que c'est fait exprès. Je sais plus comment... C'est quoi son prénom? Je sais pas si tu te souviens. Mais je Dans sais la que c'était série, proche de Karen. Carole. Parce que C'est Carole. voilà. Tu sais, tu sentais que la meuf, c'était une Karen, quoi. Et je pense que c'était volontaire. En plus, elle est blonde. Enfin, t'as tout le cliché. Mais je crois que j'étais pas dans l'état d'esprit, dans le bon état d'esprit pour regarder la série. Parce que c'est quand même, je sais pas, c'est quand même particulier. Bah, surtout que ça parle beaucoup d'isolation, de solitude. Tu vois, c'est un peu, il se passe pas grand-chose dans la série. C'est vraiment une série qui te demande de l'attention aussi. On n'a plus trop ce genre de série qui sort, je trouve. Il y a pas beaucoup d'action. Il y a beaucoup de moments où on observe les personnages tout simplement agir, quoi, et ce qu'ils font. Ils ont des longues conversations, on les écoute parler. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, même s'il y a des choses qui sont critiquables dans la série, ça reste quand même une très très bonne série que j'ai vue cette année. Ok. Donc, qu'est-ce que t'as vu d'autre d'intéressant, dis-moi? Qu'est-ce que j'ai vu d'autre d'intéressant? C'était en série. Attends, je regarde ma liste. D'intéressant. J'ai vu The Bear, saison 3 ou 4, je sais même plus, faut qu'ils arrêtent. Vraiment, vraiment, faut arrêter cette série. Ça sert à rien. Vraiment, faut arrêter. On avait discuté de Gen V saison 2? Ouais, on a un peu parlé. Ok, ben du coup, j'avais vu Gen V. Je sais pas, c'est un univers dont je suis pas fan, The Boy, Gen V, tout ça, mais enfin, ça me paraîtrait compliqué de l'être parce que c'est que des gens horribles. Là, ça se passe dans une université. Je suis pas convaincue par le scénario, mais je sais pas, je regarde les personnages en me disant bon bah écoute, qu'est-ce qu'ils vont faire, quoi. Donc je les suis dans leurs aventures. Je trouve pas ça exceptionnel, mais j'ai regardé. Ouais, ça se laisse regarder. Ouais, c'est ça. Ça se laisse regarder. J'ai regardé Welcome to Derry. T'as pas regardé ça? It Welcome to Derry? Non, j'ai pas encore regardé, mais j'aimerais bien le voir. Il paraît que c'est sympa. Franchement, j'ai bien aimé. C'était aussi n'importe quoi, c'est-à-dire qu'il y a le scénario, des moments tu regardes les trucs en disant ok, mais c'était des enfants et les enfants jouaient super bien. Il se passait des scènes qui étaient des scènes horribles, mais qui étaient, je trouvais, super drôles. Après, c'est un clown, donc vraiment, t'as tout ce truc-là et tout qui était calé. Et j'avais pas vu les films, j'ai pas lu les livres, donc je sais que c'est une créature, mais je savais pas exactement ce que c'était, etc. Donc, j'étais assez prise dans le truc, c'est plutôt bien réalisé. En plus, t'as pas mal de persos noirs qui sont au centre de l'intrigue. Du coup, ouais, c'est une reco. Et j'ai pas trouvé que ça faisait peur. Il y a des passages qui sont assez dégueux, et il y a pas mal de gens qui meurent. Mais sinon, ouais, j'ai pas trouvé que ça faisait peur, donc c'est une reco. C'est cool. Ouais, faut que je regarde. Tu veux parler de films? Ouais. En matière de film, évidemment, Sinners. Je pense que c'est le film qui a marqué tout le monde. Ça. On a encore ce début d'année encore en train d'observer ce qui va se passer autour de ce film, de savoir quelles récompenses ils vont avoir, de savoir s'ils vont avoir un Oscar, combien. Puisqu'en plus on a appris il y a pas longtemps que que c'était le film qui avait le plus de nominations. Il a battu les records de nominations, donc c'est quand même assez impressionnant. Et j'ai encore de l'espoir. Les Oscars c'est très bientôt là, ça arrive très vite. Qui peut-être, qui sait. Dans un petit miracle, ils auront l'Oscar du meilleur film, qui sait. Je pense pas que Michael B. Jordan aura un Oscar, mais au moins pour le film de manière globale, quoi. Ce serait cool. Moi, j'aimerais. Franchement, j'aimerais, mais je pense pas qu'il l'aura. Je pense que c'est une bataille après l'autre. Notre épisode est sorti, donc vous devez déjà savoir ce qu'on pense de ce merveilleux film. Là, il y a Wunmi Mosaku qui vient de gagner un BAFTA. Je sais pas si elle avait gagné... Non, elle avait pas gagné de Golden Globe. Non. Elle a gagné un BAFTA, une meilleure actrice, donc peut-être qu'elle peut avoir des chances. Parce que les BAFTA, c'est quand même assez... Enfin, c'est les British, donc c'est assez proche de ce que les Américains ont tendance à faire, donc peut-être. C'est assez prestigieux, ouais. Ouais, je pense qu'ils vont avoir la meilleure bande-son. Pas la meilleure chanson. Je pense que la meilleure chanson, ça va être K-pop Demon Hunter. D'ailleurs, Tu l'as vu ou toujours pas? Si, je l'ai vu. Ouais, je l'ai vu. Je l'ai vu en novembre. Du coup, je pense que c'est K-pop Demon Hunter qui aura probablement la meilleure chanson. Ils auront peut-être le meilleur casting, parce que comme c'est divers, c'est gna et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un cast aussi noir et tout, ils peuvent récompenser ça. Je pense que Ryan Coogler va avoir l'Oscar de la meilleure adaptation. Non, du meilleur scénario original, pardon. Et après, je pense que tous les autres, c'est Paul Thomas Anderson. Bah, il pourrait avoir meilleur réalisateur.
Franchement, j'aimerais, mais je pense que les critiques, ils sont trop sur Paul Thomas Anderson. Ils sont en mode, c'est un des meilleurs réalisateurs de tous les temps. Et il y a aussi le truc de, il est là depuis longtemps, il a jamais eu d'Oscar du meilleur réalisateur, donc il est temps, quoi. Est-ce que c'est valable? Je suis pas sûre, mais soit. Ils vont nous faire une Leonardo DiCaprio quand ils ont pas donné l'Oscar pour je sais pas quel film et qu'ils lui ont donné l'année Ouais, ils lui ont d'après, donné quoi. pour The Revenant. Je crois qu'il aurait dû l'avoir pour le Loup de Wall Street, et ils lui ont donné pour The Revenant. On verra, on croise les doigts. Et l'autre film qui m'a marqué, c'est j'ai enfin vu The Clone de Ah, trop bien. Tyrone. J'y pense encore. J'aime trop ce film, j'ai Ouais. trop aimé. Il était hyper fun, il était marrant, il était politique, il était intelligent, les acteurs sont géniaux. Il y a Jamie Foxx dans le film. C'est de la science-fiction. Pareil, je trouve que c'était assez original. C'est pas de la science-fiction avec beaucoup de technologie. Tu vois, c'est pas hyper impressionnant, quoi. Ça se passe vraiment aux États-Unis, dans un quartier populaire, entouré de gens Hmm. normaux, quoi. Ça fait le film, il est enfin, il a un côté hyper réaliste, même si on parle de cloner des gens. Et non, j'ai trouvé hyper fun, j'ai beaucoup aimé. J'aurais dû le voir avant, ça aurait été. Non, je suis très contente de l'avoir vu. T'avais vu Sorry to Bother You avec la Keith Stanfield? Non, je l'ai pas Ben encore celui-là, vu. je te le conseille aussi. Et un autre dont je voulais te parler depuis et que j'ai oublié, c'est Honk for Jesus, Save Your Soul. C'est un film avec Sterling K. Brown et Regina Hall. Et Je crois que j'ai vu la ouais, en bande-annonce. gros, c'est un espèce de docu-film où t'as un caméra crew qui suit un pasteur qui vient d'être accusé d'agression sexuelle, donc interprété par Sterling K. Brown, et sa femme Regina Hall, et du coup comment ils sont en train de perdre la congrégation. Ils avaient fermé l'église, et là ils essayent de rouvrir et d'attirer le plus de gens possible, et tu les suis dans leur quotidien et tout pendant tout le film, et c'est une étude de ce monde-là, en fait, des méga, ils appellent ça méga churches aux États-Unis, donc les églises géantes où t'as un pasteur et sa femme qui sont censés être des leaders et de représentants, etc. Et la concurrence qu'il y a avec d'autres églises. Et j'avais trouvé ça vraiment pas mal aussi. Je crois qu'il était pas sorti en France, mais ouais, si tu peux regarder ces deux-là. Tu voulais parler de tes recos YouTube? Ah, mais reco YouTube, ben je vais recommander en premier FD Signifier. Bon, après, toutes mes recos YouTube, elles vont être en anglais, désolé. D'ailleurs, je viens de regarder sa vidéo, je l'ai fini aujourd'hui, de 4 heures sur Tyler Perry, qui est, franchement, qui est bien. C'est un de ses projets les plus aboutis. Ça a dû prendre un temps monstre et tout, et il y a pas mal de censure, parce que c'est dur pour les youtubeurs de pouvoir faire ce qu'ils veulent avec autant de liberté, parce que s'ils mettent des images de films ou de séries, t'as les studios qui leur tombent dessus. Si tu parles de quelqu'un, il paraît que Tyler Perry, tu regardais The Boondocks ou pas du tout? Non, j'ai jamais vu. Je crois que tu peux trouver tous les épisodes sur YouTube. Mais du coup, il y a un fameux épisode, les Boondocks, ils ont fait un épisode sur R. Kelly, et ils ont fait un épisode sur Tyler Perry, mais en fait, il paraît que les deux personnalités afro-américaines les plus puissantes aux États-Unis, c'est Tyler Perry et Oprah Winfrey. Je sais pas comment elle s'appelle, Oprah Winfrey. Et donc, du coup, l'épisode qu'ils ont fait sur Tyler Perry, où en fait, c'était un producteur qui se déguisait en femme et qui voulait recruter donc le grand-père des deux personnages principaux et qui lui faisait faire des trucs bizarres et t'as l'impression que c'est une secte, genre tout le monde obéit au doigt et à l'œil à ce qu'il dit, en même temps il est entouré de mecs qui sont torse nu, couverts d'huile, et au final t'as l'impression qu'ils essayent de faire en sorte que le grand-père en fait il doit se taper le producteur pour pouvoir être dans son film, enfin t'as toutes ces allusions là, mais ils avaient pas le droit de mettre le nom de Tyler Perry parce que t'as pas le droit de toucher à Tyler Perry, et que même en changeant le nom et machin, quand l'épisode il est sorti, ben Tyler Perry il a contacté le studio de production et l'épisode avait plus le droit d'être diffusé pendant plusieurs années. Donc c'est le genre de personne qu'il est. En plus là récemment il y a eu toutes les accusations. Mais en fait c'est bien parce qu'il fait toute une analyse sur comment Tyler a grandi et du coup cette vision du monde qu'il a et pourquoi il y a toujours eu ces critiques de c'est un des producteurs les plus puissants puisqu'il a son propre studio, enfin il peut faire tout ce qu'il veut et il ne contribue absolument en rien de façon positive dans le cinéma afro-américain. Ouais. Et on critique aussi beaucoup la qualité de ses productions, quoi. Et donc FD Signifier, de façon générale, c'est un commentateur, ouais, on va dire un commentateur, enfin un analyste, je sais même pas comment
le qualifier, mais qui fait des analyses Un essayiste, un peu. Ouais, un essayiste, t'as raison. Socio-politiques de la condition des Noirs aux États-Unis, et plus précisément des hommes noirs, parce que quand il a commencé pendant le Covid, il trouvait qu'il y avait très peu de personnes qui parlaient de... On parlait beaucoup pour les hommes noirs, mais on laissait pas les hommes noirs s'exprimer. Donc, ses vidéos sont plutôt axées de cette façon. Après, il a quand même fait une vidéo sur Beyoncé, il a fait une vidéo sur Lauryn Hill, enfin, il fait quand même des vidéos sur les femmes aussi, hein. Mais tout est d'un point de vue afro-américain. Et franchement, j'aime bien ce qu'il fait. Donc, c'est une reco si vous avez le temps. Dans le même genre, il y a aussi Shakespeare et Princess Wicks, qui sont pareil deux femmes noires afro-américaines qui, pareil, Princess Wicks, elle est plutôt geek, donc elle est plutôt tout ce qui est pop culture. Donc elle, c'est une essai sur la pop culture, donc elle fait des vidéos sur certains sujets. Là, j'ai vu qu'elle a fait une vidéo sur Hurlevent. Je compte pas aller voir le film, mais je regarderai sa vidéo histoire de voir quelle atrocité. T'avais vu Salburn ou pas? Non, j'ai pas Non. vu. Un chef-d'œuvre, vraiment un chef. En fait, la réalisatrice du coup de celle qui avait fait Promising Young Woman, pareil, je sais pas si t'avais vu. Je trouve que cette dame, elle est douée pour. En fait, elle a fait Promising Young Woman et elle a gagné un Oscar, je crois, de la meilleure réalisatrice ou un truc comme ça. Elle a gagné un Oscar pour ce film. Alors que j'ai pas vu Promising Young Woman, moi j'ai vu Salburn, mais j'ai cru comprendre que les politiques de Promising Young Woman allaient pas du tout. Genre quand elle disait des trucs, c'était un espèce de féminisme à deux balles, et en plus c'était un peu ACAB, donc t'étais un peu en mode ok. Mais du coup, comme elle a eu cette récompense, la théorie, en tout cas, j'ai vu quelques vidéos, je me suis pas encore bien posé sur le sujet, mais elle a été récompensée, donc elle pense qu'elle est talentueuse, quoi. Et elle est talentueuse pour la réalisation, parce que même les bandes annonces et tout, genre d'un point de vue purement esthétique, ces bandes annonces, elles sont parfaites pour le public de TikTok ou tu sais, ces bandes annonces, elles font très modernes, quoi. Et les visuels et tout, elle a un œil et un talent pour ça, mais pas pour écrire des scénarios. Mais elle veut écrire les scénarios et je crois que c'est là que tout s'effondre. Donc je pense que visuellement, Hurlevent, ça doit être bien, mais que si tu t'arrêtes 2 secondes et que t'analyses ce que tu regardes, il paraît que t'as envie de te tirer une balle. Enfin, c'est fou qu'ils donnent autant d'argent et de budget. Bon, après, faut de tout pour faire un monde, hein. Ah Et ça. dessiner. En plus, elle a eu Margot Robbie et Jacob Elordi, qui sont quand même 2 acteurs qui sont assez prisés ces derniers temps, donc écoute. C'est Hollywood, hein. T'as des recos YouTube? J'ai pas de reco YouTube. Moi, ma dernière reco de ce que j'ai aimé en 2025, ça va être un livre. J'ai lu Ma sœur serial killeuse de Oyinka Braithwaite. C'est un thriller qui se passe au Nigeria. C'est l'histoire de 2 sœurs, dont une des deux qui est une sociopathe, hein. Comme dit le titre, c'est une serial killeuse. Et c'est vraiment toute l'histoire est autour de la relation entre les deux et comment elles gèrent la situation problématique du fait qu'il y en a une des deux qui tue des gens. Et ce qui est marrant, c'est que, du coup, il y a une des sœurs, la grande sœur, donc celle qui n'est pas une serial tueuse, qui est amoureuse d'un jeune monsieur très joli, et elle se rend compte que sa sœur s'intéresse à ce mec. Donc la problématique, c'est comment je fais pour empêcher à ma sœur d'éliminer le type que j'aime bien. C'est un livre très court, c'est une nouvelle, hein. Le livre il est vraiment pas long, mais j'ai trouvé hyper cool. C'était hyper original d'avoir une histoire centrée sur des femmes noires. Ça se passe au Nigeria. C'est un thriller, c'est super bien écrit, j'ai adoré. Donc je conseille. Okay. Ma sœur serial killeuse, lisez-le, il est fun. Ok. Est-ce qu'on a fait le tour de tes recos de 2025 ou tu as encore des choses dont tu aimerais parler? Ben, j'ai lu, puisqu'on parlait de livres, j'ai enfin fini All About Love de Bell Hooks. Parce que dans plein de vidéos, etc., j'entends plein d'essayistes afro-américains dire que il faut lire Bell Hooks, il faut lire Bell Hooks, il faut lire Bell Hooks. Donc, j'ai acheté, genre, je sais pas, en 2024, j'ai acheté genre 4 livres d'elle. Et ils étaient là. Et je les lisais jamais. Donc, en 2025, j'ai fini celui-là. En plus, il est pas très long, c'est juste que c'est tellement réfléchi et approfondi que à chaque fois que je finissais un chapitre, tu sais, je prenais le temps de digérer et d'analyser ce que je venais de lire et de machin, et ça te fait réaliser pas mal de choses sur le concept de, en fait, c'est quoi l'amour? Et pour moi, c'est, même en ayant fini son livre, c'est pas quelque chose que tu peux définir, mais tu sais ce que ça n'est pas. Et comment la façon dont nous on est élevés et ce que nous dit la pop culture est contraire à beaucoup de choses. Comment, de toute façon, constamment, il faut se décoloniser mentalement et
et il faut aussi, faut analyser ce qu'on nous a toujours dit, il faut tout remettre en question. Donc franchement, c'est un livre, enfin, en français, je crois que ça s'appelle À propos d'amour, parce que moi je l'ai lu en anglais, mais en français, c'est À propos d'amour de Bell Hooks. Et non, c'est un livre, franchement, extrêmement intéressant. Et là, du coup, je viens de commencer The Will to Change. Je sais pas comment il s'appelle en français, mais du coup, c'est un de ses autres livres sur la masculinité. Et du coup, son rapport avec les hommes et même notre rapport dans la société avec les hommes. Et c'est des livres qui ont été écrits il y a plus de 20 ans, mais les propos sont toujours aussi véridiques. Ce qui est flippant parce que du coup, j'ai l'impression qu'on n'évolue pas. Mais soit. Tristement. Ouais. Et peut-être aussi c'est pour ça que il y a eu enfin les livres de Bell Hooks, on en a beaucoup entendu parler ces 2 dernières années. Je pense qu'il y a eu un espèce de pic des femmes qui ont eu besoin de revenir à tous ces textes, à tous ces théories, parce que on a un gros problème quand même avec la masculinité ces dernières années, qui s'accentue de plus en plus avec tous les alphas, tu vois, les alpha men, les bêta, tout ce qu'ils ont inventé comme terme pour justifier, créer une nouvelle masculinité, enfin la redéfinir. Et en plus, c'est une nouvelle masculinité qui redéfinissent, mais dans la misogynie totale, dans le sexisme total, dans le patriarcat le plus soumis, enfin, une soumission au patriarcat la plus totale. Et j'ai l'impression que, parce qu'il y a beaucoup de femmes autour de moi qui me parlent de Bell Hooks, et aussi quand tu vas sur les réseaux, il y a beaucoup de femmes qui parlent aussi de Bell Hooks, et j'ai l'impression qu'on en a besoin plus que jamais en ce moment. Ouais. Et en plus, ce qui est fascinant, c'est que ça parle autant aux hommes qu'aux femmes, et même aux personnes qui sont ni hommes ni femmes. C'est des sujets, en fait, je pense que tout adulte devrait, se poser un moment et se remettre en question, dire, voilà, tout ce qu'on m'a appris toute ma vie en tant qu'enfant, maintenant que je suis un adulte et que je prends mes propres décisions, qu'est-ce que j'ai envie de faire et qui ai-je envie d'être, quoi. Et je pense que ce genre de livre, ça aide à recontextualiser le monde dans lequel on vit. Et parce que oui, tu dis qu'il y a beaucoup de mecs qui sont avec les Andrew Tate et tout. Enfin, ça a surtout commencé pendant le Covid. C'est de toute façon, quand les gens, ils sont restés coincés chez eux, ils sont devenus fous. T'as aussi, tu sais, on a la mode des tradwives et tout, où t'as aussi des femmes tu les regardes en disant, what are you doing? Les gens, il y a des gens qui se sont battus. Il y a des femmes qui se sont battues pour que t'aies des droits. Qu'est-ce que tu me racontes à être dans la cuisine enceinte, en fait, en train de préparer pour ton homme? Qu'est-ce que tu me racontes? Enfin, bref. Voilà. C'est des livres qui sont nécessaires. Heureusement qu'il y en a. Surtout que, en France, je pense que maintenant, il y a de plus en plus d'essayistes aussi qui essayent de se questionner sur la condition des Noirs en France. Mais en attendant d'en avoir beaucoup, il y a toujours ces classiques-là qui sont intéressants à lire. Est-ce que tu veux qu'on passe à 2026 ? Parce qu'on a prévu de voir, lire et regarder. Ouais, on peut. Il y a rien qui t'a marqué, en positif ou en négatif, même un événement. J'essaie de réfléchir à un événement de culture de 2025. Non, je me rappelle même pas de ce qui s'est passé l'année dernière, quoi. Mais toi, est-ce qu'il y a un événement l'année dernière qui t'a marqué particulièrement ? Je m'en souviens. T'as raison, c'est flippant parce que je me souviens de rien. Là, je suis en train de regarder, j'ai tapé du coup, qu'est-ce qui s'est passé. Et donc, ils disent, on a commencé l'année avec les feux à Los Angeles. Je sais pas si tu te souviens. Ah ouais, putain. On a commencé l'année avec les feux. Ah oui, tu te rappelles, toutes les stars, leur baraque, elles avaient cramé. Exactement. Ensuite, on a eu Donald Trump qui est devenu président. La Thaïlande a légalisé les mariages gays. C'est bien, je savais pas. Ensuite, en février, Beyoncé a gagné 3 Grammys. C'est bien. Enfin, ouais. Elle a battu son record, là. Elle a eu le plus, c'est ça, c'était l'année dernière. Ah, elle a eu le Grammy de la musique country, là. Voilà, meilleur album country. Ce qui est, du coup, je pense que ça se reproduira jamais, mais c'est bien, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? T'avais vu Anora ou pas? Non, ça me dit rien. Ok, bon, c'est pas grave. Ils disent que du coup, Anora avait gagné 5 Oscars, et on a eu Zoé Saldana qui a gagné pour ce merveilleux film, Emilia Pérez. C'est pas le film avec la meuf qui est stripteaseuse ou un truc comme ça? Si, c'est ça. Ouais. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, après ça, c'est très américain. Je sais pas ce qui s'est passé en France. Le pape François est mort, en avril. Ouais, c'est vrai, il y a eu un nouveau pape. Il y a François qui est mort, Ozzy Osbourne, Giorgio Armani. Giorgio Armani était vivant. Ozzy Osbourne est mort? Je m'en rappelle même plus. Robert Redford. Il était pas mort? J'en sais rien, moi. Robert Redford. Diane Keaton, ils sont tous morts en avril 2025. Ouais, Diane Keaton, je me souviens. C'était il y a si longtemps qu'elle est morte, j'ai l'impression qu'elle vient de mourir. Bah, ouais. Le 8 mai, le
cardinal Robert François Prévost et le nouveau pape, je savais même pas quel était. Ah, il s'appelle Léo. Enfin, il c'est s'appelle comment du coup américain. en français? Léon XIV? Il s'appelle Léon XIV. Je sais pas qui c'est, bref, on s'en fout. Bon, en juin, K-pop Demon Hunter est devenu le film le plus streamé de Netflix. Anna Wintour a cédé sa place d'éditrice en chef de Vogue. En juillet, il y a BTS, le groupe de K-pop, qui s'est de nouveau réuni, si jamais t'étais inquiète. Ah, il y a eu le truc en juillet, il y a eu le truc au concert de Coldplay, là, où il y a eu un couple d'adultères qui ont été Oui. avec la caméra. Ensuite, en août, Taylor Swift a annoncé ses fiançailles, le 26 Et tout le monde août. a su qu'elle était MAGA. Elle l'a annoncé ou toujours pas, en fait? Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a sorti un album, que tout le monde a Ouais, trouvé que l'album était nul. ouais. Et ensuite, ils se sont rendus compte qu'en plus, elle était raciste et sexiste. Et je sais pas comment ils en sont arrivés là, mais c'était la conclusion, c'est Taylor Swift et MAGA. Je ne sais pas comment ils en sont arrivés Hmm, là. Le downfall de Taylor Swift a commencé à ce moment-là. ok. Le 10 septembre, Charlie Kirk a été assassiné. Le 22 Ah septembre, oui, ça c'était un événement. le 22 septembre, Ousmane Dembélé a reçu le Ballon d'Or. Je sais pas qui c'est. Ousmane Dembélé? C'est un Français! Au moins lui, Ah tu bon? devrais le connaître, c'est un joueur de foot. Je connais pas les gens de foot. Le 3 octobre, Sean Combs, a.k.a. Didi, a été condamné à Ah 50 mois de ouais. prison. Dans sa Ça c'est un vidéo, événement. je regardais une interview de FD Signifier où il disait que Didi, il avait reçu moins de... Sa sentence était beaucoup moins élevée que celle de... comment il s'appelle le type, là, le producteur? Un producteur de musique? Non, le producteur De de film? film, Ah, là. Weinstein. Weinstein, ouais. Harvey Weinstein, là, je sais pas quoi. Ce qui est étrange. Enfin, je sais pas si c'est étrange ou pas, mais c'est étrange quand même. Ensuite, le 19 octobre, ils ont volé le Louvre. Ah Ils oui. ont volé le Louvre. Le 21 octobre, le Japon a eu sa première Premier ministre femme. Le 4 novembre, Zoran Mandani est élu maire de New York. Le 20 novembre, Frida Kahlo vend sa peinture El Sueño. 54,7 millions. Elle a un tableau qui s'est vendu à 54,7 millions de dollars, ce qui signifie que c'est l'œuvre d'art la plus chère créée par une femme. Putain, la meuf, elle est morte depuis 150 ans et c'est maintenant que sa famille est... Je sais même pas si c'est sa famille qui possède ses œuvres. Si c'est sa famille qui va récupérer les sous. Le 20 novembre, ils ont aussi balancé les premiers Epstein Files, et on est toujours dedans. Non, mais on avait eu un tout petit bout. Là, on a tellement de documents qu'on sait plus quoi faire. Les gens, ils savent plus ce qui est vrai, ce qui est faux. Bah oui. Du coup, est-ce qu'il y a des choses déjà que t'as vues en ce début d'année qui t'ont plu, ou qui t'ont déplu, ou que tu as hâte de voir en 2026? Ce début d'année, j'ai pas vu grand-chose particulièrement de nouveau. J'ai un peu regardé des vieux programmes. Mais j'ai dans ma petite liste de choses à voir, j'ai le film Him qui est sorti l'année dernière. Je sais même pas s'il était sorti en France maintenant. Je crois qu'il est pas sorti en France. Avec Marlon Wayans. C'est un film d'horreur dans le milieu du football américain. C'est produit par Jordan Peele, mais je pense qu'il a juste mis son argent. Hein. Je pense pas qu'il a mis particulièrement ses idées dans le film. Mais il m'intrigue quand même pas mal. Ben, tu me diras, parce que j'ai rien entendu de positif dessus, du coup, j'ai pas envie de le voir, mais tu me diras si Ah ouais? il en vaut la peine. Ouais, j'irai le voir. Juste parce que je suis contente de revoir Marlon. J'aime bien le voir en vrai, dans des films qui fassent rigolo ou qui soient moins rigolo. J'ai envie de le voir. J'ai envie de voir ce qu'il fait. Ok. En film, toujours. Il n'y a pas d'autres films particulièrement auxquels je pense que j'ai envie de voir en 2026. Il y a beaucoup de choses qui sont prévues de sortir là, mais rien qui m'enthousiasme particulièrement. Je regarderai ce qui sort. Ok. Et toi, en film, il y a quelque chose que tu as hâte de voir? J'ai vu Boys in the Hood la semaine dernière. Je l'avais jamais vu. Je suis dans une période où je regarde plein de vieux films, et je me dis, vu que c'est un classique, il fallait que je le voie. J'ai d'autres films
à ajouter sur ma liste des classiques afro-américains parce que j'ai plein de références mais je savais pas d'où elles venaient donc ça m'aidera. Film que j'ai hâte de voir, bah il y a les classiques, enfin je me dis oui il va y avoir le prochain Nolan. Lupita Nyong'o elle a été, il paraît qu'elle sera Hélène de Troie, du coup il y a tous les Américains racistes ont pété les plombs donc j'ai hâte de voir le film. Il y a Spider-Man, parce que Spider-Man et du coup Avengers, parce que ça fait longtemps. J'espère qu'on aura... Ah, d'ailleurs, on n'a pas trop discuté de Wonder Man, qui a été sorti cette année. J'ai pas fini. Ah, t'as pas fini? Ok, donc tu me diras. Mais franchement, ça, c'était plutôt pas mal. Ça faisait longtemps que Marvel avait pas fait une production qui était digne d'être vue. Par contre, un truc qui m'a marqué en ce début d'année, c'est la série His and Hers sur Netflix. Parce que vraiment, j'ai mis ce truc et j'étais là, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder? Ça faisait longtemps que j'avais pas regardé un truc, genre où j'étais genre bouche bée devant le truc en mode, pourquoi? Pourquoi on a fait ça? Et j'ai trouvé ça drôle, donc si vous avez du temps à perdre, voilà. Là, en ce moment, je suis en train de regarder du coup la saison 4 de Industry. C'est une série que j'aime beaucoup. Il y a... Tout le monde est horrible dans cette série, mais c'est ce qui rend la série géniale. La saison 5 qui sortira l'année prochaine ou dans 2 ans sera la dernière. Donc je me dis qu'on pourra faire un épisode à ce moment-là. Soit on fera un épisode par saison, soit on fera un truc complet. Parce que chaque saison, en fait, les personnages évoluent. Donc ce qui est plutôt pas mal. Et je crois que c'est tout, hein. Là, c'est pas mal déjà. Ouais. Puis de toute façon, on sait même pas encore tout ce qu'on va avoir en 2026. On n'a pas toutes les bandes annonces et tout. Ah mais oui, mais il y a les 2 bandes annonces qu'on a vues là. C'est quoi God is God? Ouais. God is God. Et le film avec Keke Palmer aussi. J'arrive pas à retrouver le nom. En plus, à chaque fois que je tape Keke Palmer sur Google, ça ne me met pas le film. Je ne comprends pas. Attends, je vais regarder. Donc, il y a quand même pas mal de films qui vont sortir cette année qui ont l'air pas mal. Et originaux aussi. Faut espérer que le scénario suive, quoi. Bon, là, en parlant de Keke Palmer, il y a la série The Burbs, qui est un remake du film avec Tom Hanks des années 80. Qui est déjà sorti. Je crois qu'il y a toute la saison, hein, maintenant, là où on en est. J'aimerais bien me poser pour la regarder. J'espère que c'est marrant. C'est I Love Boosters, la série. Ah, voilà. Elle fait pas mal de trucs, Keke, là, en ce moment. Hein. Avec Naomi Aki et Lakeith Stanfield. Là, en série que j'attends impatiemment, là, cette année, il y a 2 séries qui sont censées sortir cette année. Mais on sait jamais. La première, c'est le reboot de Buffy. Enfin, c'est pas un reboot, c'est une suite de Buffy qui est censée sortir cette année. Donc ça fait des années qu'on en parle, que c'est en production, qu'ils travaillent dessus. Donc avec tout ce temps qu'ils ont passé dessus, j'espère que ce sera un bon reboot. Parce que bon, on a déjà vécu beaucoup de reboots là, ces dernières années qui étaient assez ratés. Donc j'ai un peu peur qu'ils nous foirent Buffy. Mais en même temps, je suis hyper contente de retrouver la série, quoi, après toutes ces années. En plus, en ce moment, je suis en train de regarder la série originale. Ok. Et il y a un autre reboot assez attendu aussi, c'est le reboot de X-Files qui sera réalisé par Ryan Coogler. Et ça, c'est quand même ouf. Ils ont déjà casté l'actrice principale. Bon, c'est pas grand-chose pour l'instant du projet. T'avais vu le film de Cowboy sur Netflix? The Hard as a Fall? Voilà, The Hard as a Fall. Elle était dedans. Du coup, quand j'ai vu, j'ai fait « Oh !» Donc c'est une bonne actrice, elle. Après, moi, je t'avouerai que j'ai jamais vu X-Files. C'est un peu... J'étais trop jeune, donc j'ai pas d'attachement particulier. Mais je sais que c'est un classique, donc j'espère que ce sera bien. Ouais, mais c'est vrai que c'est vraiment mon enfance, quoi. J'ai beaucoup regardé la série quand j'étais ado. Je me rappelle, comme tout le monde, moi aussi, je voulais faire comme Scully, son même job. Je l'ai pas fait. Ok. Et, ça a été prouvé que Scully, elle a inspiré beaucoup de femmes à faire de la science. Oh, cool. Donc c'est un personnage important de la culture. Ouais, ça c'est vraiment les 2 reboots que j'attends. J'ai aussi, j'avais prévu de regarder Industry, il faudrait que je m'y mette cette année. Ouais. Et puis, comme toi, j'ai envie de voir et revoir les vieux classiques. Là, sur Netflix, il y a Campus Show. Je me rappelle que j'ai vu cette série, j'étais hyper jeune, donc j'ai pas beaucoup de souvenirs. Il y a quelques épisodes surtout que je revois là en ce moment, et j'ai des brides de souvenirs qui reviennent, mais globalement, j'ai quand même pas mal oublié, parce que ça fait depuis les années 80
que la série elle existe, donc je suis contente de la revoir. Et puis il y a tous les vieux trucs que je découvre qui sont un peu oubliés, comme Blackula ou un vampire à Brooklyn. Enfin, Ouais. je pense que c'est un peu nanar peut-être, mais j'ai envie de les voir quand même. Ok. Et puis ouais, revoir tous ces films quoi. J'ai recommencé à regarder un peu les vieux Spike Lee là. Avec Do the Right Thing, qui est hyper politique. Ça rappelle à quel point Spike Lee fait des films politiques. Il faisait des films où il a des messages à dire, à faire passer, quoi. Oui. Ouais. On a plus trop des films. On a moins de films comme ça. Mais ouais, je suis contente de voir les vieux trucs. J'ai l'impression aussi qu'en ce moment, il y a très peu de nouveaux films qui sont vraiment intéressants. Il y a beaucoup de promesses. Et puis à la fin, on s'ennuie pas mal. On sait que les scénaristes, ils écrivent aussi des trucs un peu bébêtes parce qu'ils pensent qu'on suit pas trop ce qui se passe à la télé. C'est vrai que de revenir un peu en arrière dans les vieux trucs qu'on n'a pas encore vus, bah, c'est une bonne solution pour consommer des bons programmes. Ouais, c'est clair. C'est vrai que quand j'ai vu Boys in the Hood, Ice Cube, c'est joué. Genre, il sait être un bon acteur. J'étais choquée. Et même de Mm. voir, il y avait Laurence Fishburne et il y avait Angela Bassett, de les voir aussi jeunes et tout, ça m'a surpris. Et le film est déprimant, tu vois, tu vois ces jeunes sans avenir, enfin, qui ont l'impression qu'ils n'ont pas d'avenir, qui savent pas quoi faire. Et t'as tout un discours sur le fait que dans ces quartiers-là, on met des magasins où on vend de l'alcool et on met des magasins où on leur vend des armes pour qu'ils s'entretuent, ils savent pas quoi faire de leur journée, ils sortent de prison, ils retournent en prison, on fait partie des gangs et tout. Enfin, t'as tout ce discours-là qui date du début des années 90. Et tu dis d'une certaine façon ça a évolué, d'une autre façon c'est flippant. Mais c'est vrai que il y a un message. Ce qui a plu, t'as l'impression c'est ou sinon, faut faire comme Ryan Coogler, il faut déguiser le message, quoi, tu vois. Faut que ça soit assez discret pour que ça puisse être distribué par des grosses sociétés de production américaines qui appartiennent à des personnes blanches. Et en même temps, il faut que ce soit que le cast soit assez noir ou autre pour qu'on sache que ça s'adresse principalement à nous au départ, quoi. Donc c'est complexe, hein. Tout le monde n'a pas ce talent, tout le monde a pas cette capacité de faire des films qui ont l'air d'être grand public, mais qui arrivent quand même à te balancer pas mal de messages. Ouais, ce qui est dommage aussi, c'est que les producteurs noirs, quand ils font des films avec un casting qui est principalement noir, bah du coup, automatiquement, les gens considèrent que le public visé, c'est le public noir. Bon, peut-être que ils nous parlent aussi un peu plus qu'au public blanc, mais enfin, c'est quand même assez étonnant de se rendre compte qu'encore aujourd'hui, le public blanc s'intéresse si peu aux productions noires, alors qu'elles sont quand même super intéressantes, qu'elles sont très produites, qu'elles sont des bonnes histoires aussi, et que c'est un message qu'ils ont aussi besoin d'entendre et de voir. Je sais pas si on en avait parlé, il y a quelques semaines, là, j'ai regardé 12 Years of Slave, que j'avais jamais vu. Ah, tu l'avais jamais vu? Non, parce que je regarde pas de films sur l'esclavage, je n'aime pas regarder des films sur l'esclavage. T'as raison. Parce que, de manière générale, j'aime pas regarder des films avec des noirs qui souffrent. Et quand ça m'intéressait pas de le regarder, mais bon, on allait à la médiathèque, mon compagnon, il a loué le DVD, il s'est dit, tiens, j'avais vu ce film, Oscar, classique, que je sais pas, je regarde On le va film passer un malgré bon moi. moment. Et ça m'a prouvé pourquoi je devrais pas regarder ce genre de film. Et j'ai le sentiment, pas juste que je n'aime pas regarder, mais juste que je ne devrais pas regarder ce n'est pas Ah fait non, pour mais t'as nous. totalement raison. Et j'étais hyper étonnée de me rendre compte que le réalisateur du film, c'est un homme noir. Parce que j'ai vraiment l'impression que c'était comme un... Enfin, il passe tellement de temps à torturer ce pauvre monsieur, a tellement de temps à nous montrer qu'il le fouette, qu'il le blesse, même Lupita Nyong'o, son personnage, qu'elle est fouettée, qu'elle est humiliée tout le temps, qu'elle est violée et tout. Il y a tellement de temps qui passe à nous montrer ça que j'ai l'impression que c'est comme si c'était pour faire un porno de violence, tu vois. Enfin, je sais pas le terme, mais... Trauma porn. Ouais, de montrer, mais pas pour un public noir, parce que moi, ça me traumatise de voir ça. On dirait que ça leur fait plaisir de montrer, regardez comme ils souffrent physiquement, regardez ce qu'ils ont vécu, mais je sais pas, il y a quelque chose de vraiment malsain et de très étrange dans cette façon de filmer la souffrance et de la montrer. Totalement. Et je pense qu'il le justifie en disant il faut qu'on voit bien comment ils ont souffert, mais je pense que la façon dont il le filme, c'est juste le plaisir de montrer un pauvre monsieur qui souffre tout le temps, quoi. Parce que tout le film, c'était ça. L'histoire se résume à il est là, il fait pas grand chose, il est un peu passif dans ses problèmes.
et il se fait fouetter. Et il se fait martyriser, il se fait humilier, et à la fin, c'est Brad Pitt qui le sauve. Non, mais c'est vraiment le genre de films qui sont validés parce que c'est des films où t'es censé prouver l'humanité des Noirs. C'est en mode, regardez tout ce qu'on leur a fait subir, regardez tout ce que vous leur avez fait subir il y a genre, évidemment ça s'est passé il y a super longtemps, hein, c'était il y a 200 ans, c'est pas vous, hein, c'est vos ancêtres, c'est pas de votre faute, attention, on ne vous accuse de rien, ne vous inquiétez pas. Regardez cette violence, et regardez, oui, en 2000, c'était quoi, 2012, 2014, je sais plus quand est-ce qu'il a été produit ce film, quand il est sorti, mais c'était, oui, regardez, c'est noir et tout, machin, regardez comment c'était des esclaves. Aujourd'hui, maintenant, vous avez Jay-Z, vous avez Beyoncé, donc clairement, les choses ont évolué, c'est plus pareil. Et puis, c'est pas tout le monde. Ils aiment bien aussi montrer, c'est pas tout le monde. Regardez, oui, il y avait des blancs méchants, mais il y a des blancs gentils. Tu vois, ils aiment bien... Il y avait Brad Pitt. Il y avait Brad Pitt, et t'avais un autre blanc qui était marié à une noire. Donc, vous voyez, malgré tout ça, ils s'en sont sortis, faut pas s'inquiéter. Et donc, t'as tout le truc de... il y a des films qui sont faits exprès pour avoir des Oscars, et ça, c'était un de ces films. Lupita Nyong'o, c'est comme ça qu'elle a eu son Oscar. Michael Fassbender, c'est comme ça qu'elle a eu son Oscar. Donc, mais pas le réalisateur, on va donner ça aux acteurs, pas aux réalisateurs. Et Chiwetel Ejiofor, il a pas eu d'Oscar. On a donné ça au blanc qui violentait Lupita Nyong'o, et à Lupita Nyong'o, parce qu'on a dit, bon, t'as quand même beaucoup souffert, et en plus, t'étais toute nue. Donc, 2 points pour toi. Et franchement, Lupita Nyong'o, je l'aime beaucoup comme actrice, mais ce rôle-là, je comprends. C'est pas un rôle d'Oscar. Franchement, elle fait quasiment... elle souffre. Pleurer et se faire fouetter. Elle souffre. Elle dit 3 phrases dans le film. Ouais, c'est suffisant. Et ouais. Alors qu'il y a des super films, des productions avec beaucoup d'acteurs noirs, des fois ils souffrent, hein. Je dis pas que... si vous voulez vraiment en voir souffrir, mais qui sont tellement bien. Enfin, il y a tellement... Il y en a beaucoup. Il n'y a pas que Tyler Perry, il y a pas que des trucs rigolos. Il y a des trucs, il y a des très bons films aussi. Il faut les regarder, quoi. C'est pas reconnu. Je trouve aussi que même les Noirs qu'on connaît, qu'on côtoie et tout, ils regardent pas aussi assez des productions noires. Je sais pas si t'as vu Zion. Non, il est sur ma liste. Il est vraiment bien, ce film, et ben voilà, ça c'est mon film de cast principalement noir. Je sais même pas s'il y a quelqu'un de blanc dans ce film. Il est très bien. L'histoire, elle peut être... Enfin, peut-être que le personnage principal, il est un petit peu relou. Mais c'est beau, c'est bien filmé, c'est hyper bien joué, c'est authentique. Vraiment, il parle créole comme on parle en créole, il parle français comme on parle en français. C'est réaliste de ce qui se passe dans les quartiers un peu défavorisés en Guadeloupe. Il montre la Guadeloupe comme elle est. Ça parle aussi de notre culture, il y a un peu de politique, il est très bien ce film, je le conseille. Voilà, ça c'est un film 2025 qui m'a marqué. Autre chose? On a fait le tour. L'un des livres que j'ai hâte de lire, là, en 2026, c'est un énorme bouquin. Il s'appelle Chez nous. C'est écrit par Philip B. Williams. Et c'est une histoire un peu fantastique autour d'une sorcière qui a des super pouvoirs fantastiques, mystiques. C'est une sorcière noire qui crée un village qui s'appelle Ours. Donc le nôtre en anglais, et dans lequel en fait elle a, par magie, avec ses super pouvoirs, elle a libéré plein de personnes de l'esclavage, et elle les a emmenées du coup dans ce village où ils vivent, et je sais pas encore très bien ce qui se passe, hein, parce que je l'ai pas encore lu, que j'ai hâte de le voir, mais voilà, il se passe des trucs un peu mystiques, un peu mystérieux, et c'est l'histoire de ce que je comprends en fait, de la préservation en fait des habitants de cette ville contre tout ce qui se passe à l'extérieur, donc parce qu'on est dans un monde qui est esclavagiste, quoi. Ok. Moi j'ai lu un livre de... Et donc du coup c'est écrit par une autrice, N.K. Jemisin, qui a gagné pas mal de... Tu la connais? N.K. Jemisin? Ouais. Eh ben, du coup, elle a écrit une histoire de super-héros, donc elle a créé sa Green Lantern noire qui est inspirée de Janelle Monáe. Et c'est une histoire qui, à part entière, c'est-à-dire on envoie, parce qu'en gros, pour t'expliquer, les Green Lanterns, c'est un peu des policiers de l'espace. Et donc, on l'envoie rétablir la paix sur une planète où, en fait, il y a 3 espèces d'aliens différentes qui sont en conflit. Et il y a des gens qui se font tuer, et on essaye de... Donc t'as tout un discours en fait social et politique sur la façon dont les gens sont traités, sur le traumatisme, sur l'acceptation de l'autre et tout. Et franchement, c'était bien. Et l'édition, en plus, elle est magnifique. Ça s'appelle Far Sector, je crois que j'ai pas donné le titre. Far Sector de
N.K. Jemisin. Ouais, c'est extrêmement rare de trouver des livres. Moi, j'aime bien les super-héros et de trouver des livres avec comme personnage principal d'une super-héroïne. Vraiment, faut se battre. Hein. Parce que Marvel et DC, non, mais rien à faire. Est-ce que tu penses qu'on a fait le tour? Ouais, c'est tout pour moi. C'est cool. C'était les super recos. Mais peut-être que l'année prochaine, à notre prochain épisode, du coup, quand on fera le best-of 2026, on parlera de ce qu'on a vu, du coup. Ce dont on a parlé là, les classiques et les bouquins. C'est tout pour cet épisode de On Regarde ou Pas. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous laisser un commentaire sur la plateforme de votre choix et nous retrouver sur Instagram, @onregardeoupas, ou nous contacter à l'adresse email onregardeoupas@gmail.com. À bientôt. Bye bye.